Voilà, bah, sans plus attendre, je vous invite à écouter nos deux premiers intervenants qui nous viennent de Tourcoing, qui vont nous raconter l'histoire assez extraordinaire du phare de Tourcoing, la reconversion d'une église en un lieu culturel porté d'abord par un particulier passionné, compagnon, puis au-delà par toute une association de volontaires, de bénévoles et la collectivité pour une opération très originale et j'espère inspirante. Je vous laisse prendre la parole. Donc, sont Peter Menout, adjoint chargé de la coordination des adjoints de quartier à la ville de Tourcoing, et Sylvanie O'Haraud, le président fondateur de l'association Phare Lab à l'origine de ce projet. Oui, bonjour, vous m'entendez? On vous entend très bien. À vous la Oui, parole. voilà, très bien. Donc, je suis Sylvain Noireau, voilà, le propriétaire de l'ancienne église Saint-Louis à Tourcoing. Donc, un projet aujourd'hui reconnu comme laboratoire d'un patrimoine en mutation et aussi laboratoire d'innovation sociale. Pour contextualiser, donc je ne suis pas tourquenois, je suis un compagnon qui a fait mon tour de France, qui a voyagé et qui est tombé amoureux, voilà, d'un quartier, d'une communauté qui a fait son nid sur ce territoire, qui est un peu le champ des possibles, parce que l'église Saint-Louis était le quartier de l'Épidème, un quartier de 3800 habitants, en derrière de gare, assez sinistré par le poste industriel. Et donc, son église était fermée depuis 2001. Elle pouvait accueillir 1000 personnes. Il y a eu un effondrement de voûte qui aurait pu être dramatique, mais il n'y avait plus qu'une moyenne de 12 paroissiens à la fin. Il faut imaginer en fait, à cette échelle, au niveau national, aujourd'hui, on a 46 000 clochers en France. Il faut savoir qu'il y en a 5 à 10 000 qui sont menacés dans les 5 à 10 ans à venir et que ce sont des charges énormes pour les collectivités. Et pour nous, c'est un patrimoine, c'est un héritage et c'est aussi ce qu'on appelle le cœur de village. Donc, je me suis lancé dans cette démarche en 2009 où j'ai découvert ce lieu qui allait disparaître. Il y avait un arrêté de péril. J'ai mis 2 ans à l'acheter. Ça a été très difficile. Heureusement, avec le soutien de la ville pour voilà, toutes les challenges administratifs et juridiques pour racheter une église. On ne la rachète pas comme ça en tant que particulier. Et pouvoir entreprendre des travaux de sauvegarde. On a arrêté à un prix de 20 000 euros symbolique car il fallait faire tout de suite 500 000 euros de mesures conservatoires immédiates voilà, pour permettre de sauver cet édifice qui est quand même dans une architecture enfin, remarquable, qui mérite de rester. Un parking, ça aurait été dommage à la place. Et donc, on a depuis 10 ans vraiment toute une expérience qu'on a développée autour de ce projet où l'idée, c'est comment faire une réappropriation citoyenne d'un patrimoine par les gens, pour les gens, et redynamiser du coup un territoire en répondant à ses besoins par ce point de centralité, qui sont souvent les églises, qui ne sont plus appropriées, qui sont des lieux qui deviennent des boîtes vides, mais qui sont les écrins de nos savoir-faire et de notre patrimoine. Hein. Quand on se balade, souvent, on va découvrir un lieu, on visite l'église, même si on est complètement laïque. Et donc, on s'est lancé dans un projet, voilà, qui doit se construire au fur et à mesure. En fait, un programme immobilier ne peut pas fonctionner, un programme arrêté non plus. Il faut être capable de poser un fonds et après, enfin, une vision dont la mission va découler quelque part. Et on a eu la chance de pouvoir tester le modèle, le construire au fur et à mesure avec la collectivité et d'autres partenaires, même parfois des fondations aussi, hein, qui nous ont permis voilà, d'avancer par étapes et d'adapter la forme qui doit servir le fond. Donc aujourd'hui, ce lieu a repris vie et surtout, on essaie de faire joindre la fin et les moyens sur un objectif d'une autonomie économique, en fait, hein, une viabilité économique qui permettra que ce soit périn. Et donc, avec tout un schéma d'économie sociale et solidaire qu'on veut mettre en place. Donc, voilà, on a développé plein d'outils. Le premier, ça a été surtout le chantier école. C'était permettre de répondre aux besoins dans ce quartier où on atteignait bientôt les 40% des plus de 40% des plus de 15 ans déscolarisés, sans diplôme, avec vraiment peu de vision d'avenir. C'était un vrai problème. Et donc, répondre à ça, c'est permettre de les accompagner en proposant des solutions, d'intégrer un chantier de rénovation de la partie, on va dire, publique du lieu. Et on a eu une centaine de jeunes comme ça,
limitrophes, Roubaix-Tourcoing, qui ont participé, des décrocheurs sociaux, jeunes et moins jeunes, qui ont pu participer à la rénovation de la nef dans laquelle je me trouve. Ça a demandé 3 ans et c'est 200 mains, quelque part, qui ont contribué à ça et retrouvé une fierté avec énormément de résultats positifs. Voilà, On a perdu le son. Voilà. point de Voilà. vue. Donc, alors, comme le temps est très court, je n'ai pas de chronomètre, j'essaie d'aller vite. Les vrais enjeux, surtout, c'est comment permettre à la communauté de s'approprier, de trouver des pans du lieu qui vont lui correspondre. Et dans un quartier où justement l'église était à l'abandon, les gens n'y rentraient jamais. Donc, il faut leur donner envie, il faut être attractif. Et pour ça, c'est répondre à des besoins et permettre la concertation. Donc, on a régulièrement des résidences, on essaye de s'appuyer sur des projets qui sont dans la continuité de la démarche de la ville. On est partenaire et on a des axes comme ça, comment trouver ce lien public-privé sur le même enjeu. Donc ça, c'est très important aujourd'hui. Et ensuite, voir comment le pérenniser avec un vrai modèle économique et ensuite un rôle culturel et une programmation plus en post-Covid où il faut se réinventer qui n'est pas forcément évidente. Donc, voilà, tous les complexités sur ce projet, c'est justement on ne peut pas avoir une recette. Chaque modèle, c'est l'anthropologie de trottoir. Il faut essayer de comprendre le patrimoine, son héritage, et aussi les besoins de la communauté et de la collectivité sur ce territoire concerné. Et je pense que c'est important de pouvoir créer comme ça des points de transversalité entre des mondes, que ce soit de l'éducation ou de l'industrie, de l'économie et des collectivités, des acteurs du territoire, les techniciens. Et donc, le Phare Lab, cette association, essaye de réunir autour de plusieurs projets de reconversion de patrimoine culturel en péril vers du patrimoine culturel. C'est le challenge, comment passer du cultuel au culturel en répondant à des enjeux de la collectivité et dans une démarche citoyenne participative. Donc, le premier axe, c'est la valeur, on va dire mon vecteur, hein, je suis compagnon du devoir, donc c'est le travail, c'est les valeurs humaines et c'est comment de valeurs chrétiennes, on rend ça complètement, on va dire laïque et apolitique, ce projet, bien qu'il ait un ancrage un peu dans les deux camps, mais on en fait c'est l'humain avant tout et comment il peut se reconstruire son cœur de ville en ayant des points relais pour créer cette point de transversalité. Alors, moi, j'aime dire notre baseline ici, c'est pas un projet vénal, c'est un projet un peu atypique, mais on considère que en fait le lien vaut mieux que le bien, mais qui fait le lien crée le bien. Et donc l'idée, c'est de permettre de réaménager un temple qui a un écrin et un amplificateur dans sa même vocation pour qu'il puisse renouer avec sa communauté. Voilà. Et voilà, sur cet axe qui doit justement se construire au fur et à mesure, parce que c'est pas facile. Il faut inventer, il n'y a pas de modèle, et surtout bénéficier de l'accompagnement de la collectivité qui est là, qui suit ça pour permettre d'aboutir surtout et de trouver sa place et le pérenniser. Donc voilà, je ne sais pas si Peter souhaite aussi intervenir comme ça dans le temps de partie, ça serait bien. Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Alors je sais effectivement pas combien de temps j'ai, mais je vais essayer d'être concis et réagir à la fois en tant qu'habitant tourquenois, guide conférencier de métier, amoureux du patrimoine, qui est devenu bien locataire d'un titre d'adjoint, d'un poste d'adjoint, d'une fonction. Tout d'abord, lors du précédent mandat,
culture et patrimoine. Et pour ce mandat-ci, vie quotidienne, vie des habitants, concertation et jeunesse. Et alors, je commencerai par dire, oui, tu as dit effectivement l'essentiel. Moi, je dirais que ce qui a été fait sur l'ancienne église Saint-Louis à Tourcoing, devenu le phare, qui était déjà un phare, mais un phare physique, un phare spirituel, c'est vraiment quelque chose d'inspirant. La jeunesse, les habitants, le lien social, la préservation du patrimoine, hein. Il faut savoir que pour beaucoup d'habitants, lorsque Sylvanie a eu ce coup de cœur pour ce lieu, l'ancienne église Saint-Louis, eh bien, pour beaucoup, on était encore marqué par des différentes destructions d'églises sans solution, juste parce qu'il y avait de gros soucis de structure et pas forcément de solutions et de moyens financiers, il ne faut pas se le cacher, depuis la fin des années 90. Alors, inspirante, parce que moi j'aime beaucoup être positif, parler du présent et d'avenir, parce que c'est vraiment ce que je retiens de ce projet, un projet physique, un projet humain. Tu l'as dit, si je ne prends qu'un seul exemple, nous avons à Tourcoing une maison des associations, qui sont des locaux municipaux mis à disposition à la maison des associations, qui est donc une structure indépendante, comme à peu près 30% des cas en France, avec une maison d'association qui est un ancien hôtel particulier, valeur patrimoniale, avec une salle polyvalente qui date, qui n'est pas au niveau d'une ville de près de 100 000 habitants et qui date de près de 50 ans. Et donc, l'exemple du phare, il est directement inspirant sur ce qui est en train d'être fait pour cette future maison d'association où eh bien, on souhaite consulter d'une part la maison d'association, le bureau des administrateurs, également les associations membres qui ont leur siège dans cette MDA, mais également celles qui ne l'ont pas et les habitants. Parce qu'effectivement, la co-construction, la participation des habitants est essentielle aujourd'hui pour une ville. Voilà, je voulais déjà vous dire ça. Je ne sais pas si le temps qui nous était tous les deux imparti est achevé et qu'il y aurait des questions et des réponses. Mais c'est vrai que un projet comme celui-là, c'est assez fabuleux. C'est une rencontre. C'est près de 20 ans. Et en même temps, à l'échelle du quartier de la ville, c'est inspirant, c'est rayonnant, puisque lors des événements culturels d'avant Covid, eh bien, le lieu amenait un public au moins métropolitain. Merci à vous deux. Avant de poser des questions, je voudrais déjà souligner à quel point ce projet est dans une dynamique européenne très forte. Ça fait à peu près une bonne vingtaine d'années, pour ne pas dire 30, que précisément des grands projets de transformation d'églises désaffectées ont donné lieu à des projets tout à fait intéressants à Maastricht, à Madrid, à Berlin, à Rezé, notamment en France. Et tout ça, vous les retrouverez dans toutes les publications d'architecture. Là, on voit bien que le projet est d'une autre nature, mais il correspond aussi à une réalité. Vous avez dit, Monsieur Haro, qu'il y avait en effet 45 000 lieux de culte. En effet, là, vous parlez uniquement d'ailleurs des églises catholiques, 45 000 lieux de culte, dont 2 000, je le souligne, sont de la période moderne. Et ces bâtiments-là, d'ailleurs, qui sont beaucoup plus en danger encore, on estime à 10% d'entre eux en voie de disparition, comme on dirait, d'espèces animales. Donc là, il y a vraiment un enjeu énorme. Donc, c'est fantastique, votre projet, de voir à quel point il va donner envie à d'autres. Le mot inspirant est revenu au moins 2 ou 3 fois, mais c'est vrai qu'il contribue à
a vraiment validé cette hypothèse qu'un patrimoine dit obsolète ou et bien précisément a d'autres vies devant lui, et vous le prouvez à différentes dimensions. Alors, vous avez souligné aussi que c'était un laboratoire d'un patrimoine en mutation. Ça, c'est quelque chose qui nous va particulièrement bien parce que justement, la ville n'est faite que de ça. Et vous avez parlé de Phare Lab. Mais le phare, pour moi, phare, ça veut dire phare, c'est loin. Est-ce qu'il y a un jeu de mots sur le phare, c'est quoi? Parce que on a bien compris que vous ne dites pas Fab Lab, vous dites Phare Lab. Donc, pourriez-vous être un peu plus précis sur ce concept du phare, s'il vous Oui, plaît? oui, tout à fait. En fait, la démarche de lab, hein, donc lieu d'expérimentation, il y avait la grande mode des Fab Labs. Nous, on allait au-delà de ça parce qu'on est aussi un Fab Lab, mais Phare Lab, dont le premier bébé éprouvette est le phare de Tourcoing, mais il y en a un deuxième aujourd'hui qui est en route, qui est le phare de Wattrelos, une commune proche, une deuxième église aussi qui est réinventée sur un autre modèle de site artisanal, hein, vraiment lié à l'apprentissage et au métier du patrimoine, mais qui, voilà, qui est dans la continuité du projet de Tourcoing. Et c'est vrai que phare, c'est voir loin. Un phare, c'est un repère urbain. C'est un point voilà, qui est important pour savoir où on va. Il faut aussi d'où on vient. Et cet héritage est précieux. Comme vous dites, aujourd'hui, c'est quand même malheureux. On parle d'écologie, hein, mais le premier développement durable, c'est peut-être justement d'être capable de, bah, de, de reconvertir ces lieux qui sont des points faibles, des charges énormes, qui sont des boîtes vides, alors que ça pourrait être des points de centralité et des vrais lieux voilà, d'innovation et de dynamique communautaire et urbaine. Donc voilà, le Phare Lab, c'est justement comment aller un peu à l'envers en se disant, bah, on va faire d'un point faible une force et Oui, à travers justement, justement nos c'est très patrimoines. très bien. C'est de l'aïkido, là, comme on dirait dans les arts Voilà, martiaux, c'est vous transformez exactement. et le phare, c'est en effet, donc il y a bien donc une sorte de métaphore sur la question en effet de l'attracteur, hein, ce qui donne envie, un attracteur social, de montrer comment vous revivifiez un lieu et vous en faites quelque chose. Est-ce que Et vous avez parlé de surtout, ce qui est Wattrelos et important, autres? Oui, oui, et ce qui est Wattrelos, c'est une important, économie solidaire aussi, hein, c'est la même chose, hein, alors c'est même une systématiquement, épicerie, non? alors non, 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 sur le projet de Waterloo, c'est une cité artisanale. Alors après, c'est des projets qui peuvent évoluer parce qu'on répond à la pathologie d'un bâtiment bah, par une posologie qui sont les savoir-faire. Un lieu, forcément, bah, quand il a plus de toit, quand il a la charpente qui s'effondre, les pierres qui tombent, on y amène les savoir-faire liés à ça, hein, comme on entend parler de Notre-Dame aujourd'hui. Dans ces lieux, à Waterloo, on crée une cité artisanale avec un concept de guilde, comme au Moyen-Âge, où on mutualise des artisans voilà, autour de services communs, d'ateliers partagés et une structure d'auberge pour accueillir des apprentis, un peu comme une maison de compagnons entre le foyer de jeunes travailleurs et la maison de compagnons. Donc voilà, ce modèle-là va permettre à des artisans de renouveler, surtout de favoriser l'apprentissage, de ne pas avoir peur d'affronter les marchés du patrimoine, ou sinon ils doivent être sous-traitants, 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 les hommes de l'art, sous forme mutualisée. Donc ça, c'est le projet qui va permettre aussi de restaurer entièrement l'église, de la remettre dans son état originel, un peu comme on fait à Tourcoing, et ensuite peut-être d'ouvrir d'autres vocations où on pourra déplacer ce modèle sur un autre lieu où ça se réimplantera et peut-être que ensuite cet espace aura une seconde vie dans 10 ou 20 ans. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne doit pas figer les choses, on ne doit pas les brider. Il faut qu'il y ait une intention et ensuite permettre aussi la réversibilité. Tout ce que j'ai construit à Tourcoing, pour oser, je l'ai fait dans un système de boîte dans la boîte, réversible, qui ne laisserait pas de cicatrices. Si on devait démonter, il y en a qui disent que la fin du monde est proche avec tout ce qui nous arrive sur Terre, on n'est pas très écologique. La mer pourrait arriver à Lille dans 50 ans ou 100 ans, pour avoir des grands problèmes. Peut-être que des gens voudront des lieux de spiritualité, retrouver des temples. Et donc, tout ce qu'on a aménagé est réversible dans le principe. Donc ça aussi, ça permet d'oser. Et surtout, ce qui est intéressant pour l'impact, c'est que en fait, le patrimoine, bah, qui se traduit heritage hein, en anglais, est un vrai vecteur pour permettre aux gens, c'est un support en fait,
Quand on veut faire de l'insertion, quand on veut faire de la sensibilisation, bon, avant, c'est un support normalement pour la bonne parole, voilà, liturgique, mais aujourd'hui, en termes de citoyens, sur la rénovation du patrimoine en général, sans que ce soit les lieux de culte, c'est un vrai vecteur et un support voilà, qui passe partout. En réalité, on s'en rend compte et je pense qu'il y a développer des outils à travers ça, autant dans la finalité que dans les moyens. C'est-à-dire créer un modèle de chantier école, faire du participatif, permettre des expérimentations, permet aux futurs usagers, hein, parce qu'on dit souvent, nous, dans nos métiers, il n'y a pas de bons exécutants, il n'y a pas de bons maîtres d'œuvre. Le maître d'œuvre dit il n'y a pas de bon maîtrise d'œuvre s'il n'y a pas de bonne maîtrise d'ouvrage. Mais en réalité, il n'y a pas de bonne maîtrise d'ouvrage s'il n'y a pas de bonne maîtrise d'usage. Et de permettre ce lien autant dans l'exécution que dans la destination. Voilà, je pense que c'est un modèle qui est intéressant, qui n'est pas possible aujourd'hui dans notre système actuel où tout doit être prédéfini, il faut rentrer dans des cases et après on appuie sur un bouton. Alors que quand on est dans l'innovation, dans des laboratoires, on peut se permettre de construire le modèle au fur et à mesure et de l'adapter. C'est ça qui est très intéressant aussi. Non, mais Alors cette justement, dimension, pardon, et je te passe la parole tout de suite, Hélène. Je voulais souligner juste que vous êtes vraiment là très contemporain dans l'idée de ne pas figer un lieu déjà. Vous le transformez, mais vous ne le figez pas. Ça, c'est quelque chose de très. Il y a 20 ans, on ne parlait pas comme ça. Là, il y a une flexibilité Pas, déjà que vous insérez dans le projet pas du avant. tout. Et Voilà, ça pourtant, c'est c'est pas du tout grande souplesse. contemporain. Oui. C'est au contraire, c'est très ancien. Vous savez, je suis compagnon passant du devoir. Nous sommes que passants. Et à l'échelle de monuments comme ça, quand on croise un chêne qui est millénaire dans une forêt, on est tout petit à côté. Quand on croise une cathédrale ou un lieu comme ici où on est à Tourcoing, on est tout petit. On n'est que des passants. Et peut-être on pourrait même devenir des passeurs. Voilà, donc c'est quelque chose qui est plutôt archaïque en fait dans la démarche. Alors, on a Hélène, beaucoup de questions, oui, je reprends la parole au bon. On a beaucoup de questions dans la boîte de conversation, surtout autour de deux grands sujets. Le premier, vous parliez de finalité et de moyens. La finalité, même transitoire ou temporaire ou de passage, aujourd'hui, c'est quoi finalement la programmation de ce bâtiment? Est-ce que l'accès est payant? Comment est-ce qu'il est exploité? Qui l'habite, l'occupe, est-ce que, voilà, comment notamment les espaces ouverts au public fonctionnent. Ça, c'est Tout un à fait. certain nombre de questions assez concrètes là-dessus. Et puis, il y a une autre série de questions plutôt autour du financement, de l'investissement notamment, et du rôle de la collectivité, alors dans le fonctionnement peut-être, mais déjà dans l'investissement, parce qu'on voit que des travaux quand même importants ont été réalisés. Si vous pouvez nous préciser ce deuxième Tout à point. fait. Et puis, il y a une question, mais je crois pouvoir y répondre, même si vous pourrez toujours me contredire. Est-ce que l'Église était sacralisée? Oui, elle l'était au moment de l'acquisition, je crois. Oui, tout à fait. Alors, donc sur la première question, vraiment la finalité du projet Le Phare de Tourcoing, c'est une micro-cité culturelle et d'art et métiers. Donc ça a été renommé par l'École des Mines d'ailleurs, qui avait regardé ça, la ville dans le monument, où on a autant, à peu près 2000 mètres carrés de surface qui vont être exploités sur 3 axes qui sont vraiment travail, habitation et culture, avec 3 charnières entre ça qui sont vraiment primordiales, qui sont d'abord l'accueil, l'expression et la transmission. Et donc, on va avoir des espaces, la nef reste vierge dans son volume, c'est ça qui est précieux, contrairement à un programme immobilier où on densifie. On garde la nef et on remplit que les 2 nefs latérales. Et on va les remplir avec ces boîtes dans la boîte où on va avoir un pôle vraiment accueil avec café culturel, espace salle polyvalente, salle de danse, auberge aussi pour le logement, mais pas logement définitif, c'est pas des appartements qu'on loue, hein, c'est bien un lieu de passage. Et de l'autre côté, un pôle d'activité en face où on avait prévu du coworking et avec le Covid, voilà, on est plus sur des schémas un peu différents et des espaces de formation. Il y aura une brasserie parce qu'on fait une bière aussi, une bière participative, hein, qui est aussi une ressource économique dans le projet. Et la nef centrale devient l'atrium, devient le lieu public. Alors, public entre guillemets parce qu'on en est loin. On a trouvé des solutions, mais c'est très, très compliqué. C'est à long terme. Un jour d'être un ERP, établissement recevant du public. Aujourd'hui, on a un tiers-lieu sous direction privée qui fait que c'est une prise de risque énorme. Hein, il faut l'assumer et la maîtriser et le faire correctement avec les autorités, bien sûr, ou
Là, la collectivité a un vrai rôle parce que c'est tout sauf un établissement pouvant recevoir du public, une ancienne église, faut le savoir. Et on a eu beaucoup de soucis par rapport aux accès PMR. Mais donc ça, voilà, ça c'est la destination. Donc cette cité culturelle avec une mixité d'activités et aussi un peu d'hébergement temporaire. Alors le comment, c'est vrai que ça a été très compliqué de viabiliser ce projet. Je vous avoue que bon, j'ai dû un peu voilà, faire noyer le poisson, sinon aucune banque m'aurait suivi. Moi, j'ai racheté ce lieu pour le transformer en site industriel, et ce qui a permis que ce soit possible pour qu'on me prête 1,5 million d'euros quand je me suis lancé dans l'aventure, alors qu'aujourd'hui, c'est plus d'1 million d'euros qui a été dépensé. Ça a été de dire c'est un site de production, c'est mon entreprise, c'est ma capacité que j'ai avec mes métiers du patrimoine et de l'artisanat à payer ce loyer. Donc ça a d'abord été juste des bureaux et un grand atelier. Et ensuite, on a pu construire, mais de façon autonome, à côté, un bâtiment, sans rien emprunter, en faisant autofinancement, autoconstruction, on va dire, pour déplacer l'entreprise contre l'église en annexe, qui a permis ensuite de la réouvrir vers le public et de commencer à construire sa vocation socioculturelle. Si jamais on avait dévoilé quoi que ce soit dans les intentions aux financiers du début, les banques, c'était impossible. Personne n'aurait suivi. Ça rentre dans ce projet, ne rentrait dans aucune case, donc il faut par étapes, opération tiroir. Combien, quand on parle d'1 million d'euros déjà investis dans un projet où il y en a, c'est peut-être même 2 à la fin. En plus, il faut savoir que les coûts sont divisés presque par 2 parce que moi, j'habite sur place, on vit en communauté avec mes jeunes compagnons qui sont de passage, on fait beaucoup de choses nous-mêmes, on compte pas notre temps. Donc, on a financé une partie de nos travaux, et après, on a fait beaucoup de façon autonome, et ensuite, on a ouvert il y a quelques années le côté un chantier insertion, on va dire, le chantier école, qui a permis de faire rentrer des bailleurs de fonds, autant privés, publics. Toute petite partie, il y a eu 300 000 euros qui sont rentrés dans le projet comme ça par des subventions, uniquement, je voulais pas d'argent dans les pierres, d'argent extérieur, uniquement dans l'air, que pour couvrir du coût pédagogique, pour accompagner ces 3 années avec une centaine de jeunes pour restaurer la nef, la partie publique, pas le reste, la partie qui va être disposée au public. Et donc, on a dû, pour pouvoir viabiliser, comme la Fondation du patrimoine, la Fondation Trail Espérance, différentes fondations qui sont venues nous accompagner sur ce coup-là, où on prenait à charge déjà minimum un tiers des prestations à chaque fois. Sur une phase de 50 000, faut toujours atteindre à 30% d'apport, on va dire, en tant que maître d'ouvrage pour le viabiliser. Et après, il fallait qu'on réponde à des projets de ville et de région. Donc, on a pu remporter comme ça quelques projets publics qui représentent entre 5 et 10%, on va dire, de la totalité des fonds rentrés, mais 90% de tous les problèmes. Voilà, avec la fondation du programme, un bailleur de fonds privé, c'est pas très compliqué. Un bailleur de fonds public, c'est une administration, c'est une vraie usine à gaz. Heureusement qu'on n'a pas été vers des fonds européens, sinon on serait vous imaginez que aller chercher ces fonds coûte plus cher que de les dépenser. Et donc ça a été un vrai sujet. On était content d'en sortir d'ailleurs, mais il fallait en passer par là pour avoir aussi, je pense, même si ça représente pas grand-chose, c'était la crédibilité, et puis aussi de faire concorder les rôles, que ce soit pas que du privé, justement. Et donc, comment ça peut être possible? Votre relation avec la collectivité locale, avec la ville de Tourcoing ou l'agglomération, aujourd'hui, elle est de quelle nature? Et est-ce que vous pourriez donner un peu, peut-être, des indications à d'autres villes, Action Cœur de Ville, ou d'autres concepteurs ou d'autres porteurs de projets qui souhaiteraient suivre votre exemple? Alors aujourd'hui, elle a toujours été essentielle. Je dis, c'est presque devenu ma famille. C'est tellement complexe, ça remplit tellement de rôles patrimoniaux, techniques, sécurité, économiques, et au niveau de l'urbanisme, il y a un vrai challenge parce que c'est pas désacralisé. L'église, elle est désaffectée au culte sur acte préfectoral, et c'est très compliqué. Il y a eu 2 ans de procédure juridique parce que toutes ces églises 19e, fin 19e, sont souvent sur des actes de donation.
ne dépendent pas de la loi de 1905, mais sont passés à la commune sous une donation qui met plein de clauses d'exclusivité occulte, où il faut aller en justice, lever ces clauses, et c'est très, très compliqué. Et donc là, il faut vraiment que la ville aussi soit partie prenante pour nous appuyer, parce que sinon on n'en sort pas. Là, ça a mis 2 ans. Après, il y a toutes les contraintes des ERP, où on ne rentre pas dans les cases, on n'a pas des moyens. Et là aussi, ils sont des facilitateurs. C'est très important de pouvoir être voilà, accompagné par les commissions de sécurité, par les équipes d'urbanisme, et après toute l'action, on va dire, territoriale, comme on est une zone prioritaire de la ville, pour s'ancrer avec les acteurs comme les missions locales, les centres sociaux, pour participer un peu voilà, aux différents enjeux sans venir en concurrence, mais bien en complémentarité. Et puis là, pareil, on a 2 poids, 2 mesures. Nous, on est des privés, on peut aller très vite. Là où malheureusement les fonctionnaires peuvent être très vite bridés. On a créé des festivals de quartier où en 2 mois, on pouvait faire ce qui, eux, pouvaient aboutir en 8 mois. Ils nous remerciaient parce ils avaient trop de freins. On s'est retrouvé face à des missions locales dans des enjeux très, très compliqués de réactivité où on ne comprenait pas trop comment ça marchait. La préfecture, même à un moment donné, on a eu très, très peur qu'on doive rembourser des fonds qui nous avaient été décernés parce que la personne n'habitait pas du bon côté de la rue qu'on avait aidé. Vous savez, c'est des zones prioritaires. Si vous touchez une subvention pour aider un jeune, il suffit qu'il soit du mauvais côté de la rue ou qu'il ait changé d'adresse à un moment donné et on se retrouve. Et là, heureusement, la ville a été là aussi en soutien. Voilà, pour pas nous laisser, nous, des petits amateurs comme ça, citoyens sous forme associative, seuls face aux administrations. Et c'est important voilà, d'avoir ce côté de la ville qui n'a pas de sous, hein. Il faut savoir pourquoi, si en étant en arrivé là, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens de sauver cet édifice et qu'il allait disparaître. Donc le but, c'est surtout pas de leur demander des sous. Au contraire, c'est plutôt de leur demander de nous permettre de nous accompagner pour trouver cette autonomie et de le faire avec eux, quoi. Si je puis me permettre, donc compléter ce que dit justement Sylvanie, effectivement, la ville, quelle que soit la municipalité, a toujours été facilitatrice de la démarche à travers les différents services mobilisés, hein, effectivement, que ce soit l'urbanisme ou même, par exemple, le service culturel pour faire participer la visibilité au lieu lors des Journées européennes du patrimoine, dans un programme numérique ou version papier qui est tiré à près de 15 000 exemplaires. Donc ça, c'est le rôle de facilitateur. Et oui, la ville, si la ville, au départ, s'il n'y avait pas eu Sylvanie, la ville n'ayant pas d'argent, tu l'as bien dit, l'église aurait été démolie. Et donc, heureusement qu'il y a eu ce coup de cœur, tout ce travail, et c'est la moindre des choses que d'accompagner pour que ce soit plus clair pour tout le monde en termes de finances. En 2014, quand la nouvelle équipe municipale est arrivée, la ville était endettée à près de 142 millions d'euros. Et très concrètement, on ne pouvait plus emprunter. Et pourtant, il fallait mener des projets. Il fallait aussi répondre à des besoins. Si je prends ne serait-ce que l'état des écoles, hein, la jeunesse, Tourcoing est une ville jeune, c'est la deuxième ville la plus jeune de France. L'état des écoles, mais c'était vraiment catastrophique. Plus d'une quarantaine d'écoles maternelles et primaires, dont beaucoup n'avaient pas été rénovées, ou en tout cas de gros travaux, pour certaines depuis près de 80 ans. Et donc, par an, c'est 17 millions d'euros environ d'investissement, notamment pour ces écoles. Donc, c'est très, très compliqué, effectivement, de pouvoir prêter de l'argent. On est plus sur l'accompagnement technique, du soutien, également bien être VRP finalement du lieu aussi, en sachant ce qui s'y passe, tout ce qui s'y passe en termes de programmation culturelle, en termes de lien avec les habitants. On a par exemple, alors c'était avant la Covid, mais il y a vraiment un lien par exemple entre le phare et le voisin qui est le centre social.
sais pas si tu veux rebondir Oui. là-dessus. On va Si jamais. devoir passer à Tout à la fait. séquence Alors, suivante, mais je vous laisse juste comme conclure. ça, moi, je termine juste sur le modèle économique auquel j'ai pas répondu, parce qu'en effet, c'est super important. Comment viabiliser ça? Bon, moi, c'est un peu, la recette est mauvaise parce que j'y ai mis corps et âme et 10 ans de ma vie. J'ai financé ça personnellement sans me payer, mais pour que ça me survive, bien sûr, on est sur un axe qu'on appelle le tiers réversible. Si on veut créer un lieu culturel autonome, en France, c'est très compliqué parce que le lieu est sous perfusion de l'État et on ne doit pas tomber comme dans le modèle américain. Et donc, nous, sur l'occupation du lieu, on ne pourra jamais excéder à plus d'un tiers une occupation corporate, la privatisation, pour des événements d'entreprise ou privés ou autres. Et on ne pourra pas non plus descendre en dessous d'un tiers sur de l'occupation culturelle, on peut dire d'intérêt collectif. Et le culturel associatif doit être à prix coûtant, là où le corporate est à prix marché. Et c'est quelque part le commerce qui va permettre la culture, car la culture porte le commerce et que le commerce est ponctionné par une taxe qu'on appelle comme la taxe Saint-Louis du phare, qui doit être réinjectée, qui est ensuite défiscalisante dans ce commerce pour l'intérêt collectif et l'animation du patrimoine. Et de créer ce cycle vertueux est essentiel pour ensuite pérenniser le modèle et ne pas qu'il se pervertisse soit dans un côté qui ne sera pas viable, pur culturel, ou dans un côté pur corporate, comme on voit aujourd'hui dans toutes les rénovations de ce type d'édifice. Voilà, c'est pour clôturer ce. Merci infiniment à tous les deux et merci pour ces dernières précisions et elles seront évidemment reportées dans notre livret qui va raconter toutes ces expériences et tous les détails un peu techniques de procédure, d'accompagnement, de facilitation sont très précieux pour les collectivités qui souhaitent suivre votre exemple, collectivités et citoyens d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui on parle plutôt des citoyens pour montrer que les cœurs de ville appartiennent à tous et qui peuvent aussi se renouveler par l'initiative des habitants. Merci infiniment.